Il est suspendu dans les airs, à 3 mètres d'une paroi métallique verticale, son unique moteur hurlant à pleine puissance dans le silence brûlant du désert californien. Il n'a pas de roue, pas de piste sous lui, pas le moindre filet de sécurité. Juste un crochet d'acier fixé à l'avant de son fuselage et un câble tendu horizontalement dans l'air chaud du matin. Le pilote, assis dans une cabine inclinée à 45 degrés, serre les commandes et sait qu'une erreur d'1 centimètre le sépare du désastre. Ce n'est pas une scène tirée d'un roman de science-fiction, ce n'est pas un prototype abandonné dans un hangar oublié, c'est le Ryan X-13 Vertijet, et nous sommes le 11 avril 1957. Mais pour comprendre comment un avion à réaction a pu un jour se retrouver à atterrir sur un crochet comme un poisson au bout d'une ligne, il faut remonter 4 ans en arrière, dans les couloirs glacés des états-majors de l'OTAN, là où les généraux regardaient des cartes d'Europe avec une terreur qu'ils refusaient d'exprimer à voix haute. Nous sommes en 1953. La guerre froide n'est plus une simple tension diplomatique tracée sur du papier, elle est devenue une réalité stratégique brutale, et les analystes militaires américains ont posé sur la table un scénario qui a vidé les visages de leurs couleurs. En cas de conflit ouvert avec l'Union soviétique, les pistes d'atterrissage bétonnées de l'ensemble de l'Europe occidentale seraient détruites dans les 15 premières minutes des hostilités. Les missiles balistiques soviétiques étaient déjà suffisamment précis pour frapper des dizaines de bases aériennes de manière simultanée et coordonnée. L'aviation de l'OTAN, celle sur laquelle reposait toute la doctrine de défense occidentale, serait clouée au sol avant même d'avoir pu décoller une seule machine. Ce problème n'était pas théorique, il était existentiel. Et il appelait une réponse qui sortait complètement des schémas de pensée conventionnels de l'époque. L'armée de l'air américaine et la marine des États-Unis se sont donc tournées vers leurs ingénieurs avec une exigence simple à formuler, mais terrifiante à résoudre. Concevoir un avion de combat à réaction capable de décoller et d'atterrir sans aucune piste, depuis n'importe quel terrain dégagé, depuis le pont d'un destroyer, depuis une route de campagne ou une clairière forestière en Allemagne de l'Ouest si la situation l'exigeait. Plusieurs compagnies ont répondu à cet appel d'offres. Convair a proposé le XFY Pogo, Lockheed a développé le XFV-1. Ces 2 machines partageaient une caractéristique commune désastreuse. Elles étaient incontrôlables entre les mains de pilotes humains normaux. Le Pogo de Convair était si difficile à maîtriser lors de la transition entre vol vertical et vol horizontal que les pilotes d'essai eux-mêmes refusaient de tenter l'atterrissage vertical en conditions réelles. Le XFV-1 de Lockheed n'a quant à lui jamais réussi à effectuer un seul décollage vertical complet pendant toute la durée de son programme d'essai. Ces projets allaient mourir en silence, dans les rapports classifiés d'ingénieurs épuisés et de budgets évaporés. Mais à San Diego, dans les ateliers de la Ryan Aeronautical Company, une équipe avait une philosophie radicalement différente. Là où ses concurrents avaient conçu des appareils complexes dotés de mécanismes de transition sophistiqués, Ryan a décidé de réduire le problème à son essence la plus pure. Un avion conçu pour voler verticalement devait être pensé dès sa conception pour ne faire que ça, sans compromis d'aucune sorte avec les exigences du vol horizontal conventionnel. Le résultat s'appelait le Vertijet, et il était, pour le dire simplement, un objet qui n'aurait pas dû pouvoir exister selon les lois du bon sens aéronautique. L'avion n'avait pas de train d'atterrissage au sens traditionnel du terme. Pas de roue principale, pas de jambes d'amortisseur, pas de béquilles classiques. À la place, 4 petits appendices métalliques étaient disposés en croix à l'arrière du fuselage, uniquement destinés à maintenir l'appareil en équilibre lorsqu'il reposait à la verticale sur sa plateforme de lancement. C'était moins un train d'atterrissage qu'un trépied géant sur lequel un chasseur à réaction se tenait debout comme une statue. Son cœur était un moteur Rolls-Royce Avon, un réacteur britannique développant environ 4500 kg de poussée, logé dans un fuselage si compact que l'avion tout entier ressemblait davantage à un missile habité qu'à un chasseur conventionnel.
Les ailes delta étaient minuscules par rapport à la taille du fuselage, car à basse vitesse, en mode vertical, elles ne servaient pratiquement à rien. La vraie magie résidait dans 4 petites tuyères de réaction placées aux extrémités des ailes et à l'arrière du fuselage, alimentées directement par le flux d'air du moteur. C'étaient ces tuyères qui permettaient de contrôler l'appareil lors des phases critiques, quand les gouvernes aérodynamiques classiques étaient totalement inefficaces faute de vitesse suffisante pour générer de la portance. Et puis, il y avait la question du pilote. Comment un être humain peut-il piloter un avion couché sur le dos, regardant le ciel au lieu de la piste ? Ryan a résolu ce problème avec une solution aussi élégante qu'inconfortable. Le siège du pilote était monté sur un mécanisme rotatif qui le maintenait à 45 degrés par rapport à l'axe du fuselage. Ainsi, en position verticale pour le décollage, le pilote était incliné vers l'avant plutôt que parfaitement à plat sur le dos, ce qui lui permettait de garder une vision utilisable et de conserver le contrôle de ses fonctions physiologiques. Ce que cette machine allait ensuite exiger de lui lors des premiers essais en vol dépassait pourtant tout ce que l'ingénierie humaine avait osé demander à un pilote jusqu'alors. Le 10 décembre 1955, la piste d'essai de la base de Lindbergh Field à San Diego est balayée par un vent froid et sec venu du Pacifique. Peter Girard monte à bord du Vertijet pour la toute première fois, mais pas pour tenter quoi que ce soit de spectaculaire. Ce premier vol est d'une banalité presque déconcertante. Décollage conventionnel sur train d'atterrissage temporaire, montée progressive, virage large, atterrissage classique. Ryan a pris la décision stratégique de tester d'abord l'avion comme une machine normale pour valider la structure du fuselage et le comportement du moteur avant d'oser seulement penser au vol vertical. C'est une approche prudente, méthodique, qui tranche radicalement avec l'image de folie que le projet inspire de l'extérieur. Mais dès ses premiers vols horizontaux, Girard détecte quelque chose d'inhabituel. Aux basses vitesses, lorsqu'il approche de la limite inférieure de la plage de vol, l'avion développe des réactions latérales imprévisibles. Les petites ailes delta, conçues pour être délibérément peu efficaces en vol lent, génèrent des instabilités que les ingénieurs n'avaient pas pleinement anticipées dans leurs calculs théoriques. Ce n'est pas catastrophique, ce n'est pas non plus anodin. Girard documente chaque comportement avec la précision froide d'un homme qui sait que ce qu'il écrit dans ses rapports sera lu par d'autres pilotes après lui, dans des conditions bien plus dangereuses que celles qu'il affronte aujourd'hui. Les ingénieurs de Ryan retournent à leur planche à dessin. Les modifications arrivent progressivement, vol après vol, comme autant de corrections chirurgicales apportées à un organisme vivant. Le programme accumule les heures de vol horizontal pendant les premiers mois de 1956, construisant une base de données de comportement aérodynamique que personne d'autre dans le monde ne possède alors sur ce type de configuration. Vient ensuite l'étape qui fait réellement peur à tout le monde dans les hangars de Ryan, les premiers essais en suspension verticale. Pour ne pas risquer de perdre l'unique prototype lors d'une tentative libre, les ingénieurs ont conçu un système de câbles de sécurité qui retiennent l'avion pendant les premières tentatives de vol stationnaire. L'appareil est placé debout sur sa plateforme mobile, moteur lancé, et Girard pousse progressivement la manette des gaz jusqu'au point où la poussée du Rolls-Royce commence à dépasser le poids de la machine. Ce moment, le 28 mai 1956, est le premier vrai test de la philosophie entière du projet. L'avion quitte sa plateforme de quelques dizaines de centimètres et reste suspendu dans l'air, retenu par les câbles, vibrant sous l'effet de la puissance brute de son moteur. Girard maintient la position avec les tuyères de réaction, ces petits cracheurs de gaz placés aux extrémités des ailes qui constituent à cet instant ses seuls moyens de contrôle. Ce qu'il ressent dans les commandes n'a aucun équivalent dans l'histoire de l'aviation militaire. L'avion répond, mais avec un décalage et une sensibilité qui transforment chaque correction en un exercice d'équilibre sur le fil du rasoir. Trop de pression sur la tuyère droite et la machine part en roulis. Pas assez sur la tuyère arrière et le nez plonge vers le sol à une vitesse terrifiante.
Les ingénieurs qui observent la scène depuis le périmètre de sécurité voient quelque chose que leurs instruments ne peuvent pas mesurer. La concentration absolue d'un homme en train d'apprendre un langage que personne sur Terre ne parle encore. Girard ne lutte pas contre l'avion. Il écoute. Il l'observe réagir, mémorise chaque réponse, chaque délai, chaque tendance. Les câbles de sécurité sont encore là, tendus mais jamais vraiment mis à l'épreuve, parce que le pilote ne les laisse jamais se tendre complètement. Les semaines suivantes voient les câbles progressivement relâchés, leur tension réduite à chaque session, jusqu'au jour où ils ne sont plus là que pour la forme, flottant mollement pendant que le Vertijet monte et descend librement à quelques mètres au-dessus du sol de béton de la base. La machine commence à lui appartenir. Mais la véritable épreuve n'est pas le vol stationnaire, elle est la transition, ce moment où un avion suspendu verticalement dans les airs doit basculer progressivement vers le vol horizontal sans jamais perdre le contrôle de sa trajectoire dans aucun des deux régimes. Physiquement, ce problème est redoutable. Pendant la transition, l'avion traverse une zone intermédiaire où ni les gouvernes aérodynamiques classiques ni les tuyères de réaction ne sont pleinement efficaces. Les premières génèrent trop peu de force de contrôle à basse vitesse. Les secondes deviennent progressivement inutiles à mesure que la vitesse augmente et que l'aérodynamique reprend le dessus. Il existe donc une fenêtre de quelques secondes, entre 40 et 80 km/h, où le pilote gère simultanément les deux systèmes en dosant manuellement chaque apport de contrôle avec une précision qui dépasse ce que n'importe quel simulateur de l'époque peut reproduire. Girard affronte cette fenêtre lors des premiers essais de transition partielle à l'automne 1956. Il ne bascule pas immédiatement à l'horizontale complète. Il s'avance d'abord à 20 degrés, puis à 30, testant chaque incrément de la bascule comme un alpiniste testerait une prise de rocher avant d'y confier son poids entier. Lors d'une de ces sessions, à une trentaine de degrés d'inclinaison, une rafale de vent latéral frappe le fuselage au moment précis où Girard dose une correction avec les tuyères. L'avion part en rotation incontrôlée pendant 2 secondes entières. 2 secondes qui durent une éternité pour les observateurs au sol, avant que Girard ne récupère la machine à moins de 15 mètres du sol, avec une réduction brutale de la puissance moteur, suivie d'une reprise immédiate aux 3/4 de régime. Personne ne parle pendant 30 secondes après qu'il s'est reposé sur la plateforme. Puis les ingénieurs reprennent leur bloc-notes et notent méticuleusement ce qui vient de se passer. Parce que c'est précisément pour documenter des moments comme celui-ci que le programme existe. Le 28 novembre 1956, Peter Girard boucle pour la première fois un cycle complet de transition. Il décolle verticalement depuis la plateforme au sol, pousse progressivement le nez de l'appareil vers l'avant, bascule en vol horizontal, effectue un large circuit au-dessus de la base, puis inverse la manœuvre. Il ralentit, cabre l'avion, repasse par cette fenêtre critique entre les deux régimes de vol et revient en suspension verticale. Les archives de Ryan Aeronautical consignent cet événement avec une sobriété presque déconcertante. Une ligne dans un rapport technique, aucun communiqué de presse, aucune photographie publiée. Parce que ce qui vient de se passer est classifié, et parce que les ingénieurs savent que le plus difficile reste encore devant eux. En effet, accomplir la transition dans un ciel dégagé, au-dessus d'une piste large et dégagée, sans contrainte d'atterrissage précis, est une chose. La vraie démonstration de l'utilité militaire du Vertijet exige quelque chose d'entièrement différent et d'infiniment plus complexe. Que l'avion soit capable de revenir se poser sur une plateforme verticale fixe en suspendant son nez à quelques centimètres d'une paroi métallique et d'accrocher un câble tendu horizontalement avec un crochet de moins de 10 cm d'ouverture. C'est ce dispositif, que Ryan appelle le système de récupération, qui va occuper les premiers mois de 1957 et transformer le programme en quelque chose qui dépasse la simple expérimentation aéronautique. La plateforme de lancement et de récupération est elle-même un objet remarquable d'ingénierie pratique.
Il s'agit d'une remorque militaire standard modifiée, capable de se déplacer sur route à une vitesse normale et de se redresser à la verticale en quelques minutes grâce à un système hydraulique embarqué. L'idée derrière cette conception mobile est directement liée à la doctrine militaire qui a justifié le programme dès le départ. Si les aérodromes sont détruits, un avion opérationnel ne sert à rien s'il a besoin d'une infrastructure fixe pour décoller et revenir. La plateforme sur remorque peut être déployée dans une clairière, sur le bord d'une route, dissimulée sous une bâche dans une forêt. Elle est l'aérodrome portatif que les généraux de l'OTAN appelaient de leur vœu. Le câble de récupération, tendu horizontalement à environ 2/3 de la hauteur de la plateforme verticale, est fixé sur des amortisseurs élastiques capables d'absorber le choc de l'accrochage sans arracher le nez de l'avion. Le crochet lui-même est monté sur la partie avant du fuselage, juste sous la verrière du pilote. Pour réussir l'accrochage, Girard doit amener le Vertijet suspendu en vol stationnaire face à la plateforme, avancer lentement jusqu'à ce que le crochet entre en contact avec le câble, puis couper progressivement la puissance moteur au moment exact où la tension du câble commence à retenir le poids de l'avion. Exécutée avec une fraction de seconde de décalage dans un sens, la manœuvre arrache le câble de ses fixations. Exécutée avec un décalage dans l'autre sens, le moteur, encore trop puissant, projette l'avion en arrière au moment où le crochet lâche prise, et la machine part en rotation non contrôlée à quelques mètres d'une structure métallique rigide. Les premiers essais d'accrochage statique, l'avion suspendu au câble de sécurité et approchant la plateforme à vitesse quasi nulle, se déroulent en janvier et février 1957. Girard affine sa technique d'approche centimètre par centimètre, apprenant à lire les légères oscillations de la plateforme sous l'effet du souffle moteur, qui crée une zone de turbulence tourbillonnaire entre le fuselage et la paroi métallique à moins de 2 mètres de distance. Ce phénomène, que les ingénieurs nomment l'effet de sol vertical, n'avait été anticipé par aucun des modèles de calcul initiaux. Il se manifeste sous forme d'une pression fluctuante qui pousse l'avion tantôt vers la plateforme, tantôt en arrière, et qui oblige le pilote à des corrections permanentes des tuyères de réaction pendant toute la phase d'approche finale. Washington commence à prêter une attention soutenue à ce qui se passe dans le désert californien. La marine américaine, qui avait cofinancé le programme avec l'armée de l'air, envoie des observateurs réguliers sur le site d'essai à partir du début de 1957. Les rapports qui remontent vers le bureau du chef des opérations navales décrivent un avion qui fonctionne, ce qui est en soi extraordinaire au regard du cimetière de projets similaires qui jalonne la décennie. Le secrétariat à la Défense commence à évoquer une démonstration publique, quelque chose qui montrerait aux alliés et aux adversaires que les États-Unis maîtrisent une technologie aéronautique sans équivalent dans le monde. L'idée prend forme lentement, mais avec une logique implacable. Si le Vertijet peut accomplir un cycle complet en vol libre, décollage vertical depuis la plateforme mobile, transition en vol horizontal, retour en suspension et accrochage sur le câble, sans câble de sécurité et sans filet, alors la démonstration aura lieu devant les caméras. Et pas n'importe où, à Washington, face au Pentagone lui-même, pour que personne ne puisse douter de ce que les Américains sont capables de construire et de faire voler. Girard, informé de ce projet lors d'une réunion de programme en mars 1957, ne dit pas grand-chose. Il demande combien de semaines il lui reste pour s'entraîner. On lui répond 4. Il repart vers ses cockpits. Le 11 avril 1957, à 5h45 du matin, les techniciens de Ryan Aeronautical terminent les vérifications finales sur le Vertijet dans la semi-obscurité d'un hangar temporaire installé à proximité immédiate du Pentagone à Arlington, en Virginie. La plateforme mobile a été convoyée depuis la Californie sur plusieurs jours, ses systèmes hydrauliques vérifiés et revérifiés à chaque étape du trajet.
Elle est maintenant dressée à la verticale dans l'espace dégagé d'un parking gouvernemental, à quelques centaines de mètres de l'entrée principale du bâtiment le plus puissant du monde militaire américain. Le choix de cet emplacement n'est pas anodin. Il s'agit d'un message politique autant que d'une démonstration technique. Les officiers supérieurs commencent à arriver dès 7 heures. Amiraux, généraux de l'armée de l'air, représentants du secrétariat à la défense, attachés militaires de plusieurs nations alliées. Personne ne connaît dans le détail ce qui va se produire dans les prochaines heures, à l'exception de quelques initiés du programme. Les briefings préalables ont volontairement omis la description précise de l'accrochage final sur câble, parce que les responsables de Ryan savent qu'aucune description verbale ne peut préparer un observateur extérieur à ce qu'il s'apprête à voir. Girard monte à bord à 8h20. La procédure de démarrage du Rolls-Royce Avon prend plusieurs minutes, pendant lesquelles le sifflement progressif du compresseur monte en fréquence jusqu'à devenir un rugissement continu qui fait vibrer l'asphalte autour de la plateforme. L'avion est debout, vertical, son nez pointé vers le ciel gris de ce matin de printemps virginien. Les techniciens reculent derrière les barrières de sécurité. Les caméras sont en position. Le silence s'installe parmi les gradés assemblés en arc de cercle à distance réglementaire. À 8h32, Girard pousse la manette de gaz au-delà du seuil critique. Le Vertijet se soulève de la plateforme lentement, avec une majesté presque absurde pour un engin aussi compact. Il monte d'abord à une dizaine de mètres, marque une pause en suspension parfaitement immobile pendant plusieurs secondes, puis entame la bascule vers l'avant avec une fluidité que personne parmi les observateurs n'aurait osé anticiper. L'avion incline son nez degré par degré, la poussée du moteur se réorientant progressivement de la verticale vers l'horizontale, les tuyères de réaction aux extrémités des ailes crachant de petites bouffées de gaz pour maintenir l'équilibre pendant la transition. 40 secondes après le décollage, le Vertijet est en vol horizontal conventionnel au-dessus du parking gouvernemental d'Arlington. Il accélère, prend de l'altitude, effectue un premier passage bas au-dessus de la foule des observateurs à une vitesse suffisante pour que son sillage turbulent fasse voler les képis et les documents non retenus. Puis il s'éloigne, monte, disparaît momentanément derrière la ligne des bâtiments environnants. Parmi la foule, plusieurs officiers se regardent en silence, parce qu'ils viennent de comprendre qu'ils ont assisté à quelque chose qui n'avait jamais eu lieu auparavant à l'est du Mississippi. Mais le retour est ce que tout le monde va retenir. Girard ramène l'avion vers la zone de démonstration en réduisant progressivement sa vitesse. À mesure qu'il ralentit en dessous de 100 km/h, les gouvernes aérodynamiques classiques perdent leur efficacité et les tuyères de réaction reprennent leur rôle de système de contrôle primaire. Il cabre l'appareil, ralentit encore, et entame la bascule inverse qui le ramène à la verticale en vol stationnaire face à la plateforme. Cette phase dure moins de 90 secondes de l'extérieur, mais représente pour Girard une série de corrections manuelles continues, chaque ajustement appelant le suivant dans une chaîne d'action qui ne tolère aucune interruption et aucune hésitation. Il se retrouve maintenant suspendu en vol stationnaire à environ 3 mètres de la paroi verticale de la plateforme, le câble tendu à hauteur de son cockpit. Le souffle du moteur frappe la structure métallique et revient en tourbillon chaotique contre le fuselage, créant les mêmes perturbations qu'en Californie pendant les essais, mais cette fois devant 200 paires d'yeux qui ne savent pas encore qu'ils retiennent leur souffle collectivement. Girard avance lentement vers la plateforme, centimètre par centimètre, en dosant sa puissance moteur pour compenser l'effet de ces turbulences réfléchies. Le crochet sous le nez de l'avion s'approche du câble. Il y a un léger choc métallique, à peine audible par-dessus le grondement du moteur. Puis Girard réduit la puissance d'un geste précis et contrôlé. Le câble se tend, les amortisseurs absorbent le poids de l'appareil et le Vertijet reste accroché à la plateforme, moteur encore tournant, dans un équilibre parfait entre la poussée résiduelle et la tension du câble. Le silence qui suit dure peut-être 3 secondes. Puis quelqu'un commence à applaudir, et en quelques instants, la totalité des observateurs suit.
Des généraux américains qui ont survécu à la Seconde Guerre mondiale et à la Corée applaudissent un avion garé sur un câble comme une veste accrochée à un cintre. Le chef des opérations navales se tourne vers son aide de camp et prononce une phrase que les archives ont conservée dans son intégralité. C'est la chose la plus extraordinaire que j'ai jamais vue voler. Les applaudissements du 11 avril 1957 ne se sont pas transformés en contrat de production. Dans les semaines qui ont suivi la démonstration de Washington, les rapports d'évaluation militaire ont commencé à circuler dans les couloirs du Pentagone, et leur contenu était aussi précis qu'impitoyable. Le problème n'était pas l'avion fonctionnait. Le problème était la question que personne n'avait voulu formuler à voix haute pendant les années de développement. Combien de Peter Girard existait-il réellement dans les forces armées américaines ? La réponse était connue de tous, mais assumée par personne. Girard avait consacré 2 années entières à apprendre à piloter cette machine spécifique, dans des conditions optimales, sur des sites préparés avec des équipes techniques dédiées à plein temps. Un pilote de chasse standard, même exceptionnel, recevait en temps normal une conversion de quelques semaines sur un nouveau type d'appareil avant d'être déclaré opérationnel. Sur le Vertijet, les évaluateurs militaires estimaient que ce délai atteignerait au minimum 6 mois d'entraînement intensif, sans garantie de résultats satisfaisants au terme de cette période. 6 mois pour former un pilote capable d'accrocher un câble de 10 cm avec un crochet métallique suspendu dans les airs à pleine puissance moteur, sous le regard d'un ennemi qui ne lui laissera aucune deuxième chance. Les essais avec des pilotes d'évaluation extérieure au programme, conduits discrètement à l'été 1957, ont confirmé ces craintes avec une brutalité que les archives techniques décrivent de manière euphémisée. Plusieurs pilotes de chasse expérimentés, habitués aux appareils les plus exigeants de l'inventaire américain de l'époque, ont eu de sérieuses difficultés à maintenir un vol stationnaire stable au-delà de quelques dizaines de secondes. La gestion simultanée des tuyères de réaction, de la puissance moteur et des corrections de trajectoire pendant les phases de transition dépassait le niveau de charge cognitive qu'un pilote pouvait gérer de manière fiable en conditions de stress opérationnel réel, sans visibilité parfaite, sans sol parfaitement horizontal sous lui, sans équipe au sol guidant chaque centimètre de son approche par radio. Car c'est là que résidait le deuxième problème fatal du concept. La démonstration de Washington s'était déroulée par temps calme, visibilité excellente, sans contrainte temporelle, devant une plateforme immobile sur sol plat et dur. En conditions réelles d'opération en Europe du Nord, la plateforme aurait pu être installée dans un terrain légèrement incliné, sous une pluie battante, avec un vent latéral variable et une visibilité réduite à quelques centaines de mètres. Dans ces conditions, l'accrochage sur câble cessait d'être une manœuvre difficile pour devenir une manœuvre statistiquement impossible pour tout pilote autre qu'un spécialiste entraîné de manière quasi exclusive sur cette tâche unique. Et un spécialiste qui ne peut faire qu'une seule chose n'est pas un pilote de chasse opérationnel, c'est un funambule en uniforme militaire. La doctrine navale américaine avait également évolué de manière décisive entre 1953 et 1957. La mise en service du porte-avions Forrestal en 1955, premier d'une classe entièrement nouvelle de bâtiments capables d'opérer des avions à réaction de combat dans toutes les conditions météorologiques, avait fourni aux amiraux une réponse radicalement différente à la question des bases aériennes vulnérables. Une base aérienne qui se déplace sur l'océan à 30 nœuds ne peut pas être détruite par des missiles balistiques ciblant des coordonnées fixes au sol. Le problème stratégique qui avait justifié le financement du programme X-13 trouvait une solution par un chemin entièrement différent, rendant la complexité terrifiante du système de récupération sur câble largement superflue pour les missions navales. Le programme a été officiellement clos à l'automne 1957. Les 2 prototypes construits ont effectué leur dernier vol sans cérémonie particulière. Il a fallu attendre la décennie suivante et les ingénieurs britanniques de Hawker Siddeley pour qu'une réponse véritablement opérationnelle au problème du vol vertical soit apportée, non pas par un câble de récupération, mais par un moteur Pegasus
capable de vectoriser sa poussée dans toutes les directions. Le Harrier, qui entrera en service en 1969, résoudra élégamment ce que le Vertijet avait rendu magnifiquement visible sans jamais pouvoir le rendre praticable. Mais ce que Girard et les ingénieurs de Ryan avaient développé dans le désert californien n'a pas disparu avec la fermeture administrative du programme. Les tuyères de réaction placées aux extrémités des ailes du Vertijet, ces petits cracheurs de gaz comprimé qui permettaient de contrôler un avion suspendu à vitesse nulle, constituaient une solution à un problème fondamental que les ingénieurs spatiaux allaient rencontrer quelques années plus tard sous une forme presque identique. Comment contrôler l'orientation d'un véhicule dans un environnement où les surfaces aérodynamiques sont totalement inutiles parce qu'il n'y a pas d'air? La réponse que Ryan avait trouvée empiriquement entre 1955 et 1957 par des essais en vol réel avec un pilote humain au-dessus du béton de Californie était exactement celle qu'allaient utiliser les capsules Mercury, Gemini et Apollo pour se stabiliser et manœuvrer dans le vide de l'espace. Ce que Girard avait appris à doser avec ses pouces sur les commandes des tuyères en vol stationnaire, les astronautes américains allaient l'apprendre à leur tour dans l'obscurité absolue de l'orbite terrestre, avec des systèmes conceptuellement identiques montés sur leurs capsules. Un avion sans roues, décollant d'une remorque de camion, se posant sur un crochet d'acier tendu dans le vide. Et au bout du chemin, la Lune. Si cette histoire vous a tenu en haleine, laissez un like, ça nous dit que ce type de récit vaut la peine d'être raconté. Écrivez en commentaire quelle machine ou quel épisode oublié de l'histoire de l'aviation vous voudriez qu'on explore dans le prochain épisode. On lit tout. Et si vous ne voulez manquer aucune de ces histoires que les livres d'histoire ont presque effacées, l'abonnement est juste en dessous.